Si je dois évoquer l'impact du confinement, je dirais en premier que ça a été une mesure brutale. Même si nous avions tous entendu parler qu'en Chine, déjà, des populations avaient été confinées, euh, on a toujours fonctionné avec l'idée que ça ne nous concernerait pas, que nous saurions l'éviter. Et donc, quand cette mesure est tombée chez nous, c'est comme si la réalité nous rattrapait tout de suite. Et donc, il y a un effet de surprise et de désarroi. Cet effet de surprise et de désarroi, on le gère différemment selon qu'on est seul ou selon qu'on est dans sa petite collectivité et que sa petite collectivité fonctionne plus ou moins bien. Le confinement pour quelqu'un qui est seul, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que même si la personne qui est seule a parfaitement pigé que c'était la seule mesure qui pouvait nous apporter une protection tant que nous n'avions pas ni le vaccin pour nous immuniser, ni les médicaments pour nous traiter. Donc, même s'il sait que c'est pour le bien de tous et le sien aussi, le fait qu'il se retrouve seul, confiné, est une épreuve parce que nous avons tous besoin, pour notre équilibre psychique, d'avoir une relation permanente avec les autres, d'avoir des échanges avec les autres et de se nourrir de ce que nous échangeons et se nourrir de toutes les interactions que nous avons avec eux. Bon, le confinement, ce n'est pas l'isolement total, mais c'est quand même l'isolement. Et il est hautement probable qu'il y ait des personnes pour lesquelles, en fonction des configurations, le confinement peut très vite avoir des aspects délétères. On sait que pour notre équilibre psychique, il nous faut chaque jour rencontrer des personnes, leur parler, les voir. On se nourrit de ce que nous voyons du monde extérieur à la mesure de ce que nous nourrissons les autres, de nos idées, de nos interventions, de nos réactions. Celui qui est seul et confiné ne l'a pas. Depuis la nuit des temps, lorsqu'on veut punir quelqu'un ou le faire souffrir ou lui faire du mal, c'est le cachot, c'est l'isolement, c'est la cellule dans laquelle les gens sont privés de contact. Je suis un peu surpris de découvrir qu'il y a des personnes que je suis régulièrement, j'ai des patients que je vois une fois par semaine, qui restent dans le noir complet. Il y a des gens qui peuvent avoir l'idée que le virus peut rentrer par la fenêtre. Et donc, ils vont se protéger comme si ce virus était un rayonnement, comme si ce virus était une onde émise par une antenne ou par un émetteur. Et donc, on voit des gens qui se confinent totalement. Et pour ces gens-là, je pense que le confinement va créer des troubles de santé, y compris des troubles physiques, y compris des troubles métaboliques. Parce que nous avons, par exemple, besoin pour la vitamine D, des ultraviolets, de la lumière du jour. Nous avons dans la rétine des zones de la rétine qui réagissent en fonction de la quantité d'ultraviolets que nous avons dans la lumière du jour. Il y a des gens qui vivent dans des appartements confinés, et il y a des gens qui ne vivent pas dans des appartements, mais dans des squats, enfin, ou dans des caves, des choses comme ça. Et ces gens-là n'ont pas accès à la quantité de lumière du jour dont ils ont besoin. Donc, on imagine quand même que pour les personnes seules, le confinement, très vite, va être une épreuve très, très dure. Après, il y a le confinement pour le groupe et en fonction du groupe. Alors, c'est clair que le groupe peut être insupportable et le groupe peut être un support nécessaire. Plus les gens ont été pris dans un confinement avec un groupe solidaire, fonctionnant harmonieusement, dans lequel l'espace vital de chacun est réservé, où chacun a le lieu où il peut s'isoler, comme une espèce de sanctuaire, même si c'est que l'espace du lit. Mais l'idée que l'on puisse s'isoler du monde quand on a besoin de s'isoler et qu'on puisse, quand on veut, sortir de cet isolement dans sa chambre et retrouver les gens qui sont familiers, c'est déjà une liberté considérable et ça fait du bien. Pour cela, le confinement peut durer beaucoup plus longtemps. On sait que pour les épreuves de confinement, il y a une phase, les premiers jours, qui est une phase de désarroi, de bousculade, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dehors et on n'a aucune projection sur l'avenir et on ne sait même pas comment on pourra répondre
aux besoins immédiats, qui sont des besoins de sécurité et des besoins de savoir comment on va se nourrir, comment s'approvisionner des objets de première nécessité. Et on a vu par exemple des achats compulsifs qui sont partis sur les papiers toilettes, par exemple, ou certains produits comme les lingettes, mais qui sont la traduction d'une panique. Et j'allais dire, le bon signe, c'est que ça s'est arrêté très vite. Ça veut dire qu'assez vite, dans l'espace d'une semaine à 10 jours, les gens se sont installés dans des routines de confinement avec l'idée que ça allait être prolongé. Il a été annoncé pour 15 jours, puis finalement prolongé de 15 jours encore. Et aujourd'hui, on a une date estimée d'un déconfinement le 11 mai, et c'est bien d'avoir une date. C'est bien de dire aussi qu'on n'est pas sûr que ce soit cette date qu'on validera cette décision en fonction des cours d'épidémiologie, parce que rappelons-nous quelque chose, on ne sait pas comment ça marche une épidémie. Des épidémies avec des SRAS Covid, il y en a eu une il y a une dizaine d'années avec un impact fort en Chine et au Canada. Eh bien, ça n'a pas impacté les États-Unis, ça n'a pas impacté la France. Il y a eu une épidémie il y a 5 ans du virus Ebola avec quelques cas qui ont été rapatriés à Paris, parfaitement gérée. Celle-là, on a longtemps pensé qu'en quelques mois, on la verrait s'éteindre. Et puis non. Et il y a une réalité, c'est que personne n'est en mesure de dire exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est anxiogène. C'est anxiogène alors qu'en même temps, cette incertitude, cette crise que nous traversons, c'est une crise aussi par laquelle nous allons devoir mobiliser des réponses que nous n'avons pas su inventer alors. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est une phrase qu'on prête au physicien Niels Bohr, qui avait travaillé sur la physique quantique. Il a cette phrase: ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Et elle montre bien comment c'est dans des situations de crise que nous faisons des sauts dans la technologie, dans la façon dont nous gérons notre vie collective, y compris dans la vie politique, y compris dans la façon dont nous faisons marcher notre société, notre industrie, notre commerce. Et il y a une chose qui est sûre aussi que l'on peut dire. Puisque les moyens que nous avions avant n'ont pas empêché que cette crise survienne, soyons clairs, ce n'est pas ces moyens qui vont permettre d'y remédier maintenant. Ce qui va y remédier, c'est ce que l'on va voir apparaître. Et j'allais dire, dans un papier que j'ai écrit pour le blog de l'éditeur Odile Jacob, j'ai écrit un papier qui s'appelle « Avoir le courage d'être optimiste ». Parce que c'est clair, je ne sais pas quelles seront les solutions pour l'avenir, mais je n'ai aucun doute, on va en trouver. Et ces solutions, il faut parfois les chercher dans des initiatives locales. Quelqu'un à un endroit qui a une idée, qui la met en place, elle marche, elle se développe, on la reprend. Et finalement, oui, nous allons tâtonner. Mais de ces tâtonnements, on va finalement arriver progressivement à un consensus qui peut nous aider. Soit vouloir entrer dans la polémique de l'hydroxychloroquine. Soyons clairs, c'est un médicament qui a pu marcher dans certaines circonstances. Pas forcément celles que l'on a là. Il y a quelques études qui donnent des indices que ça pourrait marcher. Mais ça reste pourrait marcher. On n'en a pas la certitude et il ne s'agit pas, dans le contexte de peur que nous avons aujourd'hui de cette maladie, d'ouvrir les vannes à un traitement qui pourrait avoir un effet. On sait que l'hydroxychloroquine inhibe les phénomènes inflammatoires. Donc effectivement, quand on a les poumons pris et qu'on a cette phase terrible qui exige la réanimation, on en aurait peut-être besoin et on peut l'utiliser, je n'en sais rien. Mais l'inflammation, au début de la maladie, c'est ce qui va nous aider à nous protéger de la maladie et finalement à faire une forme mineure. Donc, rien que la question, à quel moment commencer le traitement? Puis les autres questions, quelles sont les doses? C'est un traitement qui est très connu, largement utilisé, puisque c'est un antipaludéen et c'est un médicament très utilisé dans les zones intertropicales où il y a du paludisme. Mais il y a des inconvénients, y compris surtout nous, ce que les médecins on redoute, c'est que c'est un médicament qui a une très forte toxicité cardiaque et nous redoutons les fibrillations auriculaires, les troubles du rythme. Voilà. Mais donc tout ça pour revenir en disant que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons vivre aujourd'hui
avec l'idée que les réponses que nous allons inventer vont nous permettre de réorganiser notre monde. Et peut-être même que le monde tel qu'il sera réorganisé aura la possibilité d'être même meilleur que celui qu'on a quitté. On a des scènes qui sont des scènes pleines d'optimisme. On a revu des rorquals entre Marseille et les calanques de Cassis. On a vu à Boissy-Saint-Léger des daims marcher dans les rues. On réentend les oiseaux, on revoit des paysages. On s'aperçoit que, par exemple, le phénomène que nous subissions passivement de pollution, eh bien, tout à coup, il y a un événement dont on ne pouvait pas imaginer la survenue, mais qui nous a réglé, au moins pendant un mois, le problème de la pollution urbaine. Ça va nous amener à réfléchir et nous serons probablement demain des personnes avec un autre rapport au monde. Mais ça, il faut l'inventer, il faut l'accepter. Et il faut aussi dès aujourd'hui se préparer à pouvoir prolonger notre confinement à travers des mesures de protection que nous mettrons en place dès le déconfinement. De la même manière que pour un spationaute qui fait une sortie dans l'espace, son scaphandre, c'est un mini vaisseau spatial qui lui permet d'avoir ce qu'il faut pour réguler sa température, avoir de l'air, de l'oxygène, etc. Eh bien, nous, quand nous sortirons dehors, il faut que nous emportions avec nous ce que produit le confinement. C'est le masque, c'est la protection des mains, c'est la distance de sécurité, et c'est aussi le principe, chaque fois que possible, on minimise son exposition à l'espace où il peut y avoir une contamination. Voilà, donc dès aujourd'hui, on peut se préparer au déconfinement. Ce déconfinement, il faut bien avoir l'idée que la résistance de chacun est différente. J'assiste en ce moment à un tournant. Certes, nous sommes soulagés de savoir que c'est la fin du confinement le 11 mai, mais on voit des gens qui disent « moi je ne tiens plus, moi je n'en peux plus ». J'ai des patients qui me disent dans les téléconsultations que j'ai avec eux qu'ils arrivent vraiment au bout de leurs ressources. Et c'est là aussi que la collectivité que nous sommes et la collectivité que vous représentez, vous, avec votre offre de plateforme d'appel téléphonique, c'est une collectivité qui dit écoutez, on a encore un dernier coup de collier à donner dans le confinement, on va essayer de vous aider à le tenir. Et puis, il y a l'après-déconfinement. Et à mon sens, ça sera aussi une épreuve pour nous. Pourquoi ? On voit qu'on s'est bien installé dans le confinement quand on a vu s'installer des nouvelles routines. On sait comment s'approvisionner, on sait comment gérer les relations avec son entourage. Et donc finalement, aujourd'hui, depuis un certain temps, eh ben, on a des semaines qui se suivent et qui se ressemblent. Et puis, il va falloir se déconfiner. Se déconfiner, c'est reprendre la vie sociale dans un environnement qui a été gelé pendant presque 2 mois. C'est retrouver parfois la dureté des relations sociales. Je pense que ça va être difficile dans les embouteillages, je pense que ça va être difficile dans les transports en commun. Ce d'autant qu'aujourd'hui, nous allons reprendre une activité dans le monde extérieur avec l'idée qu'il y a un nouveau danger dans le monde extérieur. Et il peut y avoir des réactions de tension vis-à-vis de ceux qui toussent, vis-à-vis de ceux qui sont malades, vis-à-vis de ceux qui ont très très peur. Je vais vous faire cette confidence. J'ai plus peur de la peur des autres que du virus proprement dit. Les autres, s'ils se laissent animer par leur peur et s'ils se laissent emballer par leur peur, surtout avec quelques discours populistes où on laisse entendre qu'il y a certaines personnes qui sont responsables, qu'il ne faut pas écouter les scientifiques, qu'il ne faut pas écouter les consignes de l'État, ça peut générer un désordre. Et on a vu dans certaines situations des villes, des quartiers tomber dans le chaos parce qu'il y avait un désordre, parce que les gens ne tenaient plus. Et plus que jamais, il faut faire appel à 2 choses. À mon sens, il faut faire appel à la citoyenneté, c'est-à-dire je suis responsable à l'échelon individuel de ce que fait et devient la communauté à laquelle j'appartiens. Et c'est aussi la solidarité, ça veut dire, alors je vous cite cette phrase, c'est la résistance d'une chaîne, c'est le niveau de résistance du maillon le plus faible.
Voilà, ben, faut s'occuper des maillons les plus faibles. Si l'on veut que notre tissu social tienne bien, c'est clair qu'il va se déchirer là où il est le plus faible. Donc c'est clair que notre effort doit porter là où il est le plus susceptible de se déchirer. Voilà. Donc il y a un côté épreuve, souffrance, des populations plus impactées que d'autres. Les réponses, c'est ce qui va émerger. Imaginons par exemple le Code civil, qui a été un progrès énorme en termes de droit et de justice. Il est né après la Révolution française. Et on voit comment des chaos qui sont venus nous bousculer nous ont amenés à pousser plus loin, plus fort, les outils par lesquels nous stabilisons nos sociétés, nous en faisons des tissus forts pour soutenir tout le monde, y compris les plus faibles. Voilà. Donc, ayons le courage d'être optimistes, allons-y, en avant, et surtout, soyons attentifs à ceux que l'on peut aider. Avant la crise, j'étais assez inquiet de l'état du tissu social. On a eu quand même, en France par exemple, la crise des Gilets jaunes, puis les grandes grèves de la fin de l'année dernière, qui traduisaient une forme d'intolérance collective et générale à des consignes qu'on ne comprenait pas. Sans entrer dans la politique, les consignes pouvaient être bonnes, pas bonnes, c'est pas ça que je regarde. C'est quand même, à un moment donné, les gens disent on ne vous suit plus. Et disaient même on ne vous suit plus, même si vous nous racontez que les consignes sont bonnes. Premier point. Deuxième point, on voit monter dans plusieurs pays du monde des populismes ou des formes de gouvernement à haut niveau de flatterie populaire. Il suffit de parler du président des États-Unis et de sa capacité à mentir, appelons un chat, à mentir et à convaincre les gens en disant ce sont eux qui mentent. Mais il y a le Brésil, en Europe, nous avons plusieurs pays, particulièrement en Europe de l'Est, où se sont installées des formes politiques populistes, voilà, très orientées, et avec un aspect qui m'inquiète parce que c'est manger sur nos libertés. Je me considère, en tant que citoyen, comme héritier d'un effort par lequel, de génération en génération, des gens nous ont apporté, premièrement, une éducation qui nous a amenés à connaître mieux le monde dans lequel nous évoluons. Donc, de la connaissance. Et deuxième point, une liberté. Une liberté qui a été chèrement acquise dans différentes circonstances. Et je regarde récemment des choses qui ont été écrites, notamment sur des questions éthiques par rapport à cette pandémie, et notamment comment on voit apparaître une entame des droits fondamentaux de la justice. On propose que des personnes puissent être jugées sans présence de l'avocat. Un certain nombre de mesures ont été étonnantes. Par exemple, tout d'un coup, on a interdit les médecins de ville de pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un médicament qui coûte 3 fois rien. Il y a peut-être une question de panique, mais faisons confiance aux médecins. Les médecins généralistes, comment voit-on des législateurs ou des autorités politiques prendre la décision de dire maintenant, on estime que vous ne saurez plus faire ce que vous savez faire depuis des années. Ça, c'est étrange. Et ça n'est pas compris. Et c'est le prototype de mesure arbitraire, pas expliquée, alors que l'inverse, de dire aux médecins, attention, nous vous rappelons que l'hydroxychloroquine n'a pas d'indication aujourd'hui dans l'infection Covid parce qu'on n'a pas maîtrisé encore les conditions dans lesquelles on pouvait le prescrire. Mais on vous laisse la possibilité de réfléchir et de la prescrire. C'est-à-dire que si maintenant, moi, ayant fait quelques séjours en Afrique,
se réveillerait une vieille malaria. Je fais un accès de paludisme, je vais être obligé d'aller à l'hôpital, donc dans une source Covid, pour me faire soigner d'une malaria pour laquelle je pouvais avoir une prescription par mon médecin généraliste. Voilà. Et donc, on voit comment des décisions politiques sont maladroites et ne nous aident pas à comprendre qu'il faudra faire confiance à chacun. Dans un papier à paraître sur le blog d'Odile Jacob, j'ai préparé un texte qui s'appelle « Citoyen expert ». En quelques mots, je vais vous expliquer d'où ça vient. Avec le docteur Hugues Lefort, nous avons repris une notion qui existe en médecine et qui s'appelle le patient expert. Patient partenaire, patient expert. Ça veut dire qu'on change la conception de la relation entre un malade et l'équipe médicale. Et si le malade, par l'information qu'il reçoit, les gestes qu'on lui apprend, il assume par lui-même une partie des soins et devient co-thérapeute de l'équipe qui le soigne, on a tout gagné. On a gagné en efficacité, le malade se sent valorisé, donc il guérira plus vite et son état de santé sera meilleur parce qu'il se protégera davantage. Transposons le malade, le patient expert, en citoyen expert. Si le citoyen est regardé comme une personne qui peut comprendre et qui peut être responsable pour elle et pour les autres, eh bien nous levons, c'est une levée en masse de force pour faire face à la pandémie qui va dépasser en intensité ce que seuls les outils techniques et nos équipes médicales peuvent proposer actuellement. Donc, il y a vraiment, alors j'allais dire, il y a une crise de confiance. Alors évidemment, il y a des gens qui n'ont plus confiance dans les autorités politiques et malheureusement, des gens qui n'ont plus confiance dans les autorités scientifiques. Mais la crise de confiance, elle est réciproque. Je voudrais voir les autorités politiques dire aux gens, je vous fais confiance. Et finalement, ouvrir ou fermer un marché, ça ne doit pas se décider dans une capitale. Faisons confiance, par exemple, aux maires. Chaque personne, à peu près en France, a déjà rencontré son maire. Je le souhaite. Sauf peut-être dans des grandes communes, mais voilà. Ça veut dire que le maire est capable de dire aux gens, écoutez, le marché, on ne va plus le faire comme ça, mais on va le faire comme si. Et il va expliquer pourquoi. Et à l'échelon local, les gens ont le sentiment qu'ils ont été responsabilisés et que les mesures prises leur conviennent. Il faut faire des mesures prêtes à porter localement, si je puis dire. Et typiquement, dans la crise de confiance qui rend difficile notre adaptation aux circonstances actuelles, peut-être faut-il commencer par les hommes politiques au niveau national font confiance aux élus locaux et font confiance aux initiatives locales quand elles marchent bien. Et on verra que par la suite, réciproquement, parce que les gens se sont sentis investis d'un rôle d'expert et de responsable, eh bien, ils vont dire, je reconnais un rôle d'expert et de responsable à celui qui prend les décisions à l'Assemblée nationale, par exemple, voilà, ou au gouvernement. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel je vais être très attentif, c'est la façon dont on va aider les gens à devenir experts pour leur propre situation, inventer des solutions et valider leurs solutions. Il y aura des citoyens experts plus ou moins brillants. Je vous donne un exemple. Dans un établissement de santé à Toulon, les malades fabriquaient les masques pour les soignants et pour eux-mêmes. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de masque. Moi, je trouve ça génial. On peut dire que ce n'est pas vraiment les masques, mais vous avez des tas de tutoriels sur Internet, notamment sur YouTube, où on vous montre comment, avec un bout de tissu, comment, même avec un sopalin, vous pouvez faire un masque de fortune qui va vous aider à sortir une heure. Eh bien, ça ou rien, eh bien, ça, c'est bien. Voilà. Et donc, les gens n'auront pas tous les mêmes niveaux d'experts. Mais il y a deux choses. D'abord, s'il y a de la solidarité, eh bien, je vois assez bien ceux qui auparavant prenaient soin d'un handicapé mental, d'un patient qui présente une maladie chronique, etc., eh bien, continuer à les aider comme ils les aidaient auparavant. On ne part pas de zéro du point de vue de la solidarité et de l'aide aux démunis, on ne part pas de zéro. Le deuxième point, c'est qu'il suffit qu'il y ait une majorité de gens qui fassent bien les gestes
et l'autre majorité, même si elle ne les a pas bien intégrées ou les fait mal, par imitation, qui est quelque chose que tout le monde a. On peut être profondément perturbé du point de vue mental, mais l'imitation des comportements reste quelque chose de très très fort. Eh bien, je sais que par imitation, les gens parviendront à adopter les gestes de défense, les gestes protecteurs contre la transmission du Covid. Il y a un problème général euh, dans la façon dont se fait la vie politique en France. C'est qu'un homme politique, s'il n'a pas fait une loi, il a l'impression qu'il n'a pas travaillé. D'où l'idée de faire des lois, faire des lois, faire des lois. Or, ce que nous avons besoin de voir, c'est aussi que des hommes politiques disent j'ai regardé ce que vous faites, et ce que vous faites est pas mal, on va essayer de le reproduire ailleurs, et ce qui manque, à mon avis, c'est la capacité que peuvent avoir les responsables politiques, surtout à un niveau national, de valider ce que font les 1001 petites mains, et ce n'est pas péjoratif, les petites mains des responsabilités politiques. J'ai parlé des maires parce que ce sont des gens qui ont une grande responsabilité, c'est des gens qui connaissent parfaitement, mais il n'y a pas mieux que lui pour connaître la vie de sa commune, des marchés, des commerces, des quartiers. Eh bien, il est le même pour pouvoir inventer comment chaque quartier où chaque activité commerciale, marché, etc., doit être adaptée en fonction de la menace Covid. Et ce qui est valable, par exemple, pour une ville du bordure de bord de mer, n'est pas forcément valable pour une ville qui est dans une vallée des Alpes, n'est pas forcément valable pour une ville qui est à la campagne. Voilà. Et ce qui est valable dans le nord, ce qui est valable dans l'est, ce qui est valable. Et après tout, offrons à chacun de pouvoir inventer une diversité des réponses à la mesure de la diversité de notre pays. La phrase qui me vient en tête, on est un pays où il y a plus de 200 fromages. Eh bien, il faudrait que ce soit un pays où il y a plus de 200 solutions contre le Covid. Et l'une n'est pas plus mauvaise que l'autre. Voilà. Et s'il y a quelque chose auquel on est prêt à s'identifier, c'est la diversité de nos usages, de nos paysages, de nos coutumes, et réutilisons cette diversité. Nous avons une identité commune, c'est ce qui fait le nous tous ensemble. Ça s'appelle la nation. Mais la nation, elle est composée de populations, de cultures, de paysages, d'industries très hétérogènes. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait qu'un seul modèle. Il ne faut pas s'épuiser à vouloir que tout le monde rentre dans un même modèle. Il faut laisser les gens adopter les solutions. Alors, il faut les valider, il faut que ce soit correct. Mais il faut laisser les gens adopter des solutions qu'ils ont trouvées pour eux-mêmes. Moi, depuis le début de la crise, je regarde sur YouTube, enfin les différentes choses qu'on s'envoie. On a des tas de petites vidéos qui montrent des initiatives pour faire. Il y a un jeu, par exemple, pas question pour un champion, ça s'appelle Question pour un balcon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc, il y a le côté père de la rue qui pose une question au côté impère de la rue. Et vous avez une communauté de quartier qui se crée qui n'existait pas auparavant. Eh bien, ça traduit quand même qu'il y a pour chaque individu un élan premier qui est comment créer du groupe, comment créer du collectif. Eh bien, il faut valider ces collectifs. J'ai vraiment confiance dans les 1001 initiatives qui naîtront de l'état dans lequel nous sommes, qui est le suivant. On est bousculé, c'est la crise, on ne sait pas encore à quoi ressemblera notre monde quand nous sortirons de cette crise et 1 mois, 3 mois, 6 mois après. Ce que nous avons appris hier n'est pas suffisant pour affronter la crise, mais j'ai vraiment confiance que nous avons la capacité d'inventer. Nos sociétés ont progressé par bond et il suffit de regarder l'histoire du monde. L'histoire du monde montre que l'homme a toujours été un bâtisseur. Et parfois, pour qu'il bâtisse du neuf, eh bien, il faut qu'il se soit un peu débarrassé de l'ancien. Et parfois, la crise ne doit pas être regardée que comme un malheur. Elle a des aspects de malheur, la crise, il faut en prendre compte,
mais la crise peut avoir des aspects d'opportunité pour nous transformer et finalement parvenir à des améliorations que nous n'aurions pas obtenues aussi bien ou aussi vite que si la crise n'était pas survenue. Il y a peut-être, par exemple, dans le domaine des initiatives pour le réchauffement climatique, des choses que nous observons aujourd'hui qui vont nous montrer que peut-être on peut agir sur certains comportements tels qu'on n'agissait pas avant. Pendant 2 mois, personne n'a acheté de nouveaux vêtements. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer ses fringues tous les mois? Est-ce qu'on a vraiment besoin que notre jean passe par l'Inde, le Pakistan, la Chine avant de revenir chez nous? J'aimerais qu'on réinvente que ce qui est à portée de notre main est toujours mieux que ce que nous devons chercher à produire ou à faire faire ailleurs. C'était dans le discours de chef de l'État la semaine dernière. On a compris quand même qu'on avait intérêt à savoir produire des choses nous-mêmes, à commencer par les masques, à commencer par les seringues. Et donc, très probablement, nous recentrer. Alors, je suis quelqu'un qui dit que plus nos sociétés nouent des accords d'échange entre elles, meilleures elles sont. Un pays est toujours plus fort quand il appartient à une communauté de pays. Par exemple, un État aux États-Unis est toujours d'autant plus fort que c'est un État qui appartient à la collectivité États-Unis d'Amérique. C'était le but de l'Europe. Mais donc, utilisons déjà les ressources locales et les ressources des pays de proximité. Si on veut faire des haricots verts, à mon avis, entre l'Espagne, l'Italie et le sud de la France, on a déjà tout ce qu'il faut pour en fabriquer pour tout le monde. La crise montre par exemple qu'on peut beaucoup plus cuisiner chez soi. Alors, l'une des façons dont on a tous maîtrisé notre anxiété, c'est qu'on a fait la cuisine à fond. Du point de vue diététique, pour voir, mais qu'est-ce qu'on a mangé bon? Qu'est-ce qu'on a mangé bon en inventant comment faire des galettes, comment faire des crêpes, et finalement avec pas grand-chose. Moi, j'appartiens à une génération où j'ai vu des gens à la campagne dire à mes parents, on n'a pas besoin de réfrigérateur chez nous. Voilà. Ah. Et c'est vrai aussi que, par exemple, les œufs, ils consommaient les œufs qu'ils avaient au poulailler, que le lait, c'était le lait qu'ils avaient trait la veille au soir de leur troupeau. Il ne s'agit pas d'en revenir là. Mais moi, j'aimerais bien, je rêve aussi que nous retrouvions un rapport à la terre. Voilà. Parce que, par exemple, vous voyez, avec l'absence de pollution, on a réentendu les oiseaux, on a revu les insectes, on a ressenti des odeurs de la nature, et quelque part, on sait aujourd'hui de quoi, parfois, nous pouvions être privés en raison de la pollution. Bon, faudra changer quelques habitudes par rapport à la voiture. En même temps, on sait qu'il y a des véhicules de plus en plus donc pour lesquels l'énergie est l'énergie électrique. Donc voilà, très probablement, en tous les cas, l'homme qui réémergera avec ses comportements et sa relation sociale après le Covid aura décalé quelque chose par rapport à celui qu'il était avant, j'espère. Il est important que chacun puisse connaître et faire connaître l'existence d'un numéro vert SOS confinement, le 0800 19 00 00. Pour toutes les personnes qui sont isolées, un numéro d'appel gratuit qui permet aux personnes qui sont isolées, qui sont en détresse, de pouvoir contacter rapidement quelqu'un qui puisse être déjà une voix qui écoute, une personne qui comprend et qui puisse aiguiller ceux qui souffrent ou ceux qui sont en difficulté vers les personnes ou les structures les plus adaptées pour répondre à leur détresse et les soulager de cet état de désarroi immédiat dans lequel ils se trouvent. Donc, je rappelle ce numéro vert, SOS confinement 0 800 19
0000. Faites-le connaître autour de vous. Nous vous remercions. C'est un geste de solidarité majeur pour maintenir la cohésion entre nous tous dans notre monde en ce moment bousculé par la pandémie. Je vous remercie.